Bonjour Robin Ribaton. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes entrepreneur et essayiste et membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique. Vous publiez ce mois-ci une étude très instructive sur les dérives de la bureaucratie à laquelle vous opposez la compétence du peuple, la compétence en tout cas du bon sens. Nous l'évoquions à l'instant avec Guillaume Roquette, la question de l'accord du Mercosur, on est en plein dedans. La question également de l'interdiction des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Stéphane Séjourné, commissaire européen, justement, évoquait ce rétropédalage finalement de Bruxelles sur cette question après des mois, des années même de pression. Est-ce que c'est justement la victoire du peuple, la victoire du bon sens face à la bureaucratie ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, les États, mais après avec aussi l'Union européenne en tant qu'entité supra-étatique, recherchent dans la production de normes un succès d'année par rapport à ce qu'ils n'arrivent plus à fournir dans les services publics élémentaires, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité. Et donc en cherchant ce succès d'année, ils vont produire des normes qui parfois sont des mauvaises lois, mais pire, qui sont beaucoup des lois inapplicables. Et l'exemple du recul de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035 était typiquement une loi inapplicable. Ouais. Et donc c'est terrible parce que ils perdent encore plus en légitimité puisque les gens se rendent compte en se disant mais on fait adopter cette loi, mais cette loi est inapplicable, on la refuse, et donc à la fin c'est l'efficacité et la légitimité de l'État qui est remise en cause. C'est plus que c'était inapplicable ou que ça aurait complètement tué notre filière ? Mais la réponse est dans votre question, c'est-à-dire que le coût de cette loi aurait été tellement important déjà qu'elle ne fait que reculer, donc on va passer à 2040, la réalité c'est que ça aura quand même un coût important pour l'industrie automobile européenne, mais c'est que son application stricte aurait effectivement tué l'industrie européenne dans son ensemble. D'autant qu'il s'agit officiellement en tout cas d'un aménagement en réalité de ce que le discours en tout cas c'est que cette réduction de 100% des émissions de CO2 est revue à la baisse à 90%. Exactement. Pour donc les constructeurs automobiles. Alors on peut dire c'est la victoire du peuple. On peut aussi se dire, attendez, c'est simplement la conséquence d'une concurrence qui est accrue, de cette offensive chinoise majeure, justement, qui ont bien compris justement l'enjeu de marché qu'il y avait, plus qu'une réelle volonté d'écouter les peuples. C'est là où je fais une distinction entre la bureaucratie et la technocratie. C'est-à-dire que la bureaucratie, c'est l'État moderne fondé sur la production de normes et de textes, là où la technocratie, c'est le règne des experts. Quand on voit aujourd'hui le paysage géopolitique avec cette montée en puissance industrielle absolument remarquable et en tout cas très très impressionnante de la Chine, si c'était des technocrates au pouvoir, ils ne prendraient pas ces décisions. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est vraiment au cœur de cette bureaucratie qui a abandonné le primat de la raison et de l'efficacité pour simplement du signalement de la vertu, pour faire un mauvais anglicisme, mais vraiment se présenter en disant nous, on a fait des lois environnementales les plus drastiques du monde et on en est très fiers, quand bien même ces lois ont effectivement aucune possibilité d'être appliquées et en plus un coût absolument gigantesque pour les citoyens. La voiture électrique, est-ce que c'est justement peut-être le symbole de cette surréglementation, de cette approche technocratique justement que vous documentez dans ce livre ? Je pense que toutes les lois environnementales qui se sont succédées à partir de 2019 représentent la quintessence de ce primat de la bureaucratie et du fait qu'elle soit totalement en roue libre par rapport aux souhaits des citoyens. Et j'en veux pour preuve. Et ce qui est terrible, c'est que elle a cette capacité à s'habiller sous les habits de la démocratie directe. Je repense à cette farce qu'a été la Convention citoyenne pour le climat, où on a soi-disant tiré au sort des représentants des Français, en disant que cette assemblée devait représenter le point de vue de l'électeur médian, alors qu'en fait, elle représentait évidemment le point de vue d'une extrême minorité. Et de là, on a tiré la loi climat et résilience, qui est devenue en application avec les diagnostics de performance énergétique et tout un ensemble d'autres, le zéro artificialisation nette, toutes les réductions sur les lois sur la nourriture, les lois sur les transports, qui ont abouti à un ensemble de corsets de normes qui n'ont aucune réalité, encore une fois, puisqu'on est en train de les détricoter, on est en train de se rendre compte qu'elles n'étaient pas applicables. Et donc on voit bien qu'on a une alliance entre la bureaucratie et des formes de démocratie directe qui sont capturées par des minorités extrêmement agissantes, et à l'inverse, on refuse d'appliquer ce que j'appelle la compétence du peuple, la vraie démocratie directe, qui est de se dire, par exemple, pourquoi ne faisons pas des grands référendums nationaux sur des sujets où on sait que les Français auraient des positions beaucoup plus strictes qu'elles n'ont aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette image des élus qui sont déconnectés, qui passent leur vie entre les aéroports ou les gares, entre Bruxelles et Paris, ou en tout cas et les capitales européennes, c'est quand même une image qui colle à la peau de l'Union européenne depuis maintenant bien longtemps. Est-ce que c'est
la structure qui est mal pensée, ou bien est-ce que c'est, à votre avis, plutôt un système qui est victime peut-être d'un certain nombre d'abus, ou en tout cas qui fonctionne plus comme il le faudrait? Moi, je pense que avant le politique, alors c'est la responsabilité finale du politique, mais le politique a perdu la main sur cette organisation administrative qu'il est censé contrôler, qui est censé appliquer, transmettre sa volonté en des actes concrets. Et aujourd'hui, on le voit bien. Alors la rotation très rapide des gouvernements en France fait que les ministres passent et l'administration reste, donc c'est de plus en plus vrai. Mais même à Bruxelles, on a aujourd'hui des hauts fonctionnaires qui ont pris la main sur un certain nombre de sujets et imposent leur agenda presque aux politiques. Et ça, on le voit très bien. Et ce qui est terrible, c'est que la seule solution pour le politique, pour les hommes et les femmes politiques de se relégitimer, ce serait de couper court à ça. Et en fait, ils ont une peur bleue de mettre ça en place et de se dire comment je fais pour changer par exemple l'administration, faire un spoil system et se dire que les gens qui sont aujourd'hui en place ne sont pas forcément des gens qui vont vouloir appliquer mes propositions. Et donc comment je les mets dehors et je fais rentrer des nouvelles personnes. Et ça, ces mesures-là, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la classe politique française et européenne, il y a très peu de capacité à mener ces combats-là. Alors on peut vous rétorquer que justement, par exemple, sur cette interdiction des voitures thermiques, d'ici 2035, c'était en plus l'une des mesures phares de ce fameux pacte vert voulu par Ursula von der Leyen depuis maintenant, je crois, 2019. Elle en parle. Elle a donc finalement rétropédalé. Ça veut dire, en tout cas c'est ce qu'elle vous répondrait, que regardez, c'est bien la preuve que nous savons écouter le peuple et que finalement nous avons pris cette décision de la reporter. Bah oui, mais elle rétropédale face au réel. C'est ça, c'est là où c'est terrible. C'est que d'une part, les coûts de ces 6 années de politique sont monstrueux. On a détruit une partie de l'industrie automobile et de l'industrie européenne au global. Il a fallu attendre qu'on soit devant le mur pour réussir. Et encore une fois, on reporte, mais on ne change pas l'esprit, on conserve l'esprit, on aménage. Et donc c'est là où il n'y a pas du tout de prise en compte de la vie du peuple. Il y a la prise en compte du réel, mais parce qu'on est face au mur. Ouais. Justement, et effectivement, dans cette étude, vous l'évoquiez à l'instant tout à l'heure, mais vous tentez de comprendre les ressorts de cette incompréhension. Administration, élus, et puis ensuite peuple, bien évidemment. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est une approche trop technocratique de ceux qui décident, ou bien est-ce que c'est un manque de représentativité? Alors je pense que c'est une approche trop bureaucratique, j'insiste vraiment là-dessus. Oui. Malheureusement, on n'a plus de technocrate aujourd'hui au pouvoir. Un technocrate, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre et qui a une expertise. Aujourd'hui, l'expertise de l'État, elle est réduite à néant dans beaucoup de secteurs. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. Parce que quand on pense à l'État des années 60, 70, l'État stratège, les grands programmes d'innovation, on avait des ingénieurs, des gens qui étaient capables de comprendre le réel. Aujourd'hui, on a des gens qui produisent de la norme sans se dire est-ce qu'on peut l'appliquer, est-ce qu'elle va avoir un effet concret sur la vie des gens. Donc je pense qu'il y a un gros problème de bureaucratie dans nos pays. Et pour moi, c'est vraiment ce sujet-là qui est le point le plus prégnant. Quand les gens les plus compétents, les plus capables d'un point de vue technique ont quitté la sphère publique, vous ne vous retrouvez plus qu'avec des gens qui y vont pour faire valoir leurs convictions. Il y a eu un très bon ouvrage sur la Chine qui est paru récemment qui disait que c'était un pays de technocrates. Et à l'inverse, il mettait en opposition les États-Unis, l'ouvrage de Dan Wang, qui mettait en opposition les États-Unis en disant que c'est un pays d'avocats et de légistes. On est un peu dans ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus des gens qui sont capables de dire le réel, c'est ça, et il faut s'adapter au réel. Donc aujourd'hui, on a plus un problème de bureaucrates. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi quand même de représentativité entre ceux qui décident, en tout cas ceux qui font la loi, les parlementaires, et puis le peuple? On évoquait tout à l'heure avec Guillaume Roquette la question agricole, et on voit vraiment ces deux entités, on va dire, élus, agriculteurs, qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas le même langage. Bien sûr, c'est la thèse initiale du populisme qui est de dire qu'en fait il y a un écart entre la volonté des élites et la volonté du peuple. On écarte souvent ça d'un revers de la main en disant mais c'est devenu un mot très connoté négativement, le populisme. La réalité, c'est que je cite une étude extrêmement bien faite, sur plus de 40 pays, qui montre que dans tous les pays, quel que soit le système législatif, vous avez un écart type vers la gauche entre le représentant dans les parlements et l'électeur médian. Donc en fait, dans tous les systèmes, on a un système politique qui est plus à gauche que la représentation des électeurs médians. Donc quand on dit il y a des vagues de populisme, c'est peut-être que le phénomène n'est peut-être pas, on peut pas le dénier, peut-être que le phénomène existe réellement. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans ces mots justement que vous dénoncez?
On l'utilise beaucoup, dans d'autres pays, on l'utilise beaucoup moins. C'est-à-dire que cette façon d'utiliser le populisme pour à la fois stigmatiser des gens qui voudraient rendre l'État plus puissant, qui voudraient réellement réellement rendre possible des politiques publiques, c'est très franco-français. C'est devenu un mot un peu qui permet de discréditer ses opposants. Aujourd'hui, je pense que la France se singularise en étant allée très très loin dans cette capacité à continuer de produire de la norme. Et comme c'est un pays très centralisé, on continue d'essayer de faire de la norme depuis Paris et de l'appliquer à tous les territoires, ce qui est effectivement moins le cas dans des pays un peu plus décentralisés. Alors il y a un point qui est également très intéressant dans cette étude. D'abord donc la différence effectivement entre les élus et le peuple. Également vous parlez d'une dérive antidémocratique qui n'est d'ailleurs pas forcément là où on pourrait le croire. C'est-à-dire que vous évoquez la question du pouvoir qui va se déplacer à partir de la sphère politique vers des juges et vers des acteurs privés. Exactement, c'est un point. Plus la norme devient complexe, plus elle devient touffue, plus son interprétation devient sujette à caution. Et donc, on voit se multiplier le pouvoir des juges. On a pu parler de gouvernement des juges, mais on voit qu'à travers l'augmentation du rôle des cours constitutionnelles, à travers la liberté d'interprétation et la liberté que se donnent parfois certains juges, je pense à certains délits environnementaux où les juges ont considéré que les actions étaient légitimes. Donc, il y a un texte de loi qui dit que c'est un délit, et puis vous avez un juge qui dit non, ce délit est un motif légitime au titre de la préservation de la planète, et donc demande la relaxe des personnes qui ont commis ces actes. Donc on voit bien que plus la loi est complexe, plus on laisse de la place, de l'autonomie à celui qui l'interprète, donc plus on laisse de place au juge. Oui. Et plus on laisse de place également à un certain nombre d'initiatives qui peuvent émaner également des privés, des citoyens. Et là aussi, c'est un point qui est intéressant dans cette note. Vous mettez en lumière une étude américaine qui révèle que dans la quasi-totalité des plaintes contre des aéroports américains, donc nuisance sonore, nuisance écologique par exemple, eh bien, en fait, la quasi-totalité de ces plaintes-là proviennent d'un seul foyer. Exactement, c'est une étude très intéressante qui montre que près de 80% des plaintes émanent de 1, 2 ou 3 foyers autour de l'aéroport. Et ça montre quoi ? Ça montre que les dispositifs de pseudo-démocratie directe, que ce soit des médiateurs, que ce soit la capacité d'aller en justice pour les associations environnementales, en fait sont capturés par des minorités agissantes. Et j'en veux pour preuve la consultation qu'on organise sur certains grands projets, je pense à Notre-Dame-des-Landes ou autres, où on a appris que certaines associations prennent des gens, des militants, et les déplacent de réunion en réunion. Ce sont les mêmes personnes, ils n'ont même pas un intérêt à agir vis-à-vis du territoire, mais ce sont les mêmes personnes. Et en fait, alors même que l'enjeu à l'origine, c'est quand même la démocratie directe, justement. Exactement, mais on fait semblant, et c'est encore une fois pour moi quelque chose de très dangereux, c'est cette alliance entre la bureaucratie d'un côté et des habits de la démocratie directe, des motifs de consultation. Quand je parle de l'intérêt à agir des associations environnementales qui en fait attaquent systématiquement des projets sur lesquels en fait elles n'ont aucun droit essentiel à agir. Le vrai sujet, les gens qui devraient être consultés, ce sont les habitants et les riverains. Et donc, on voit bien qu'il y a cette alliance très dangereuse qui est de se dire, comme la bureaucratie est délégitimée, elle va chercher dans la démocratie directe des façons de se relégitimer, sauf que cette démocratie directe est capturée par des minorités agissantes. C'est vertigineux parce qu'en l'occurrence, c'est le citoyen lui-même qui joue contre le droit, finalement. Enfin, contre la démocratie avec des abus de droit. Tout à fait. Quelques citoyens qui réussissent à utiliser des instruments judiciaires, notamment. Et il y a un point que je souligne et qui est important, c'est que plus l'IA va se développer, plus l'intelligence artificielle va devenir disponible, plus les minorités peuvent inonder sous des recours les processus d'intérêt généraux. On commence à le voir dans certains cas, mais faire des consultations aujourd'hui, quand les gens peuvent écrire des dizaines, des centaines, des milliers de courriers à la minute, évidemment, ça donne encore plus de pouvoir à une minorité agissante. La seule façon de revenir à ça, c'est le seul référendum sur des consultations importantes à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, pour que les gens puissent exprimer un vote égale une voix et pas avoir cette manipulation. C'est finalement le modèle suisse, celui du référendum. Vous pensez qu'il faut s'en inspirer ? Je pense que c'est un très bon modèle sur deux aspects, le référendum d'un côté et la concurrence entre les collectivités locales de l'autre côté. Je pense qu'aujourd'hui, y avoir l'idée que la seule norme nationale doit s'appliquer en France, ce n'est plus possible. Ce qu'il faut imaginer, c'est de dire qu'il y a des normes qui sont optionnelles. Mais oui, allez-y, je vous en prie. Non, il y a des normes qui sont optionnelles. Et donc, les collectivités locales, que ce soit une mairie, que ce soit une région, que ce soit un département, puissent dire, moi, cette norme supplémentaire, l'interdiction des véhicules thermiques, moi, je ne l'applique pas. Parce que pour ma population, ce n'est pas ça ce qui est désiré. Mais c'est vrai qu'on en vient souvent à cela quand on a ces débats sur le manque de représentativité, sur cette crise de la démocratie. On en vient souvent au référendum. Et quand on pousse l'étape d'après dans le raisonnement, on a souvent le raisonnement qui est de dire « mais attendez,
c'est quand même plus compliqué que ça. D'abord, le référendum, c'est difficile à mettre en place, et puis c'est pas forcément représentatif. Il y a toujours des choses qui font que, d'ailleurs, la preuve, le dernier référendum, ça remonte à plus de 20 ans. Eh ben oui, parce qu'en fait, les politiques en ont peur, parce que ça exprime la réalité des opinions. Et donc, c'est quelque chose qui fait peur aux politiques. C'est souvent conservateur, le référendum. Je donne cette statistique. En Suisse, 84% des référendums ont refusé les initiatives qui leur étaient proposées. Donc c'est un objet qui est relativement conservateur sur le principe, mais c'est un objet qui est extrêmement puissant pour aujourd'hui réussir à dépasser cette bureaucratie. Merci Robert Rivaton. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Votre note donc pour la Fondation de l'innovation politique contre la bureaucratie, la compétence du peuple. C'est l'appel en tout cas que vous lancez. C'est à retrouver en ligne sur le site de la Fondapol. Merci d'avoir été avec nous.